mes parents nous ont laissés, moi et mon nouveau-né, parcourir 12 miles, environ 19 km, à pied sous une pluie battante pour rentrer chez nous, après avoir refusé de nous ramener de l'hôpital. Maman a ri et a dit, peut-être que l'orage lavera ton inutilité. Papa a ajouté, certaines mères ont juste besoin de s'endurcir. Ma sœur a fait un signe de la main par la fenêtre de la voiture, amuse-toi bien à marcher. Je saignais encore de l'accouchement, et je tenais à peine debout en tenant mon nouveau-né dans le froid. Quand je les ai suppliés de prendre au moins le bébé, maman a remonté la vitre en disant, tu aurais dû y penser avant de tomber enceinte. Papa a démarré, nous éclaboussant d'eau boueuse. J'ai marché pendant des heures dans la tempête, protégeant mon nouveau-né de la pluie avec ma blouse d'hôpital. Une inconnue s'est finalement arrêtée et nous a ramenés à la maison. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être leur fille. Cela fait presque 4 ans que j'hésite à publier ceci. Chaque fois que je m'asseyais pour l'écrire, mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais pas taper. Mais hier, ma fille a eu 4 ans. Et en la regardant souffler ses bougies, entourée de gens qui l'aiment vraiment, j'ai réalisé que cette histoire méritait d'être racontée. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre. Peut-être que j'ai juste besoin de lâcher prise, enfin. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai grandi en croyant être aimé, pour découvrir la vérité brutale au moment où j'avais le plus besoin de ma famille. En grandissant dans la campagne de l'Oregon, mes parents, Howard et Ruth de Lansancy, se présentaient comme des piliers de la communauté. Papa possédait une concession automobile prospère, qui était dans notre famille depuis 3 générations. Maman faisait du bénévolat à chaque fonction de l'église et événements scolaires. Ma sœur aînée, Nathalie, était l'enfant chéri, Miss Tout-le-Monde, reine du bal, major de promotion, mariée à un dentiste prospère nommé Craig à 24 ans. Ils avaient une vie parfaite que tout le monde enviait. Et puis il y avait moi, la réflexion après coup, l'accident, comme ma mère l'a laissé échapper une fois lors d'une dispute quand j'avais 16 ans. J'excellais académiquement, mais je n'étais jamais tout à fait à la hauteur aux yeux de mes parents. Nathalie a eu une BMW flambant neuve pour son 16e anniversaire. J'ai hérité de sa vieille Honda Civic, avec une transmission qui grinçait comme un animal mourant chaque fois que je changeais de vitesse. Le mariage de Nathalie fut une extravagance à 70,000 $ dans un vignoble. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière avec la mention summa cum laude, mes parents ont oublié d'assister à la cérémonie, parce que le chat de Nathalie avait un rendez-vous chez le vétérinaire. Pourtant, je continuais d'essayer. Je continuais de croire que si je travaillais juste plus dur, si j'accomplissais plus de choses, il finirait par me voir. À 26 ans, j'ai rencontré Daniel à l'hôpital où je travaillais. Il rendait visite à sa grand-mère, qui se remettait d'une opération de la hanche. Nous nous sommes heurtés à la cafétéria, littéralement, alors que je ne regardais pas où j'allais, et j'ai envoyé son café voler sur sa chemise. Je me suis confondu en excuses alors qu'il en riait, et d'une manière ou d'une autre, cette rencontre maladroite s'est transformée en rendez-vous pour un café, puis en dîner, et enfin en quelque chose de réel. Daniel était tout ce que ma famille n'était pas. Il était gentil sans attente, solidaire sans condition. Il travaillait comme menuisier, fabriquant des meubles sur mesure, et mes parents l'ont immédiatement rejeté comme étant inférieur à nous. Papa l'appelait un homme à tout faire glorifier. Maman a suggéré que je me contentais de peu parce que je ne pouvais pas faire mieux. Nathalie a souri avec mépris et a dit, au moins, Craig a un diplôme professionnel. La première fois que j'ai emmené Daniel à un dîner de famille, ma mère l'a assis au coin de la table, le plus loin possible de tout le monde, comme s'il était contagieux. Elle lui a posé des questions pointues sur ses revenus, son éducation, ses origines familiales, chaque question dégoulinant de condescendance. Daniel a répondu à tout poliment, avec une dignité tranquille qui m'a fait tomber encore plus amoureuse de lui. Après, dans la voiture, il m'a pris la main et a dit qu'il comprendrait si c'était trop compliqué. Il ne serait pas offensé si je voulais mettre fin aux choses, pour préserver la paix avec ma famille. Le fait qu'il m'offre cette porte de sortie, qu'il place mon bien-être au-dessus de ses propres sentiments, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur le genre d'homme qu'il était. Mon père m'a prise à part lors de la réunion de famille suivante, pendant que Daniel aidait le mari de Nathalie, Craig, à porter des meubles de jardin. Il m'a dit que je gâchais mon potentiel avec un homme qui ne deviendrait jamais rien. Il a dit que l'amour était un conte de fées, et que des considérations pratiques devaient guider les décisions de mariage. Il m'a rappelé que Nathalie avait choisi sagement, que le cabinet dentaire de Craig rapportait près d'un demi-million par an, et que la sécurité comptait plus que toutes les notions stupides que j'avais en tête. Je lui ai demandé s'il aimait maman quand ils se sont mariés.
Il a vraiment ri. L'amour naît de la stabilité, a-t-il dit. Ta mère et moi avons construit quelque chose ensemble. C'est ce qui compte. Avec le recul, je pense que cette conversation expliquait tout sur le mariage de mes parents, et sur la raison pour laquelle ils étaient incapables de me donner ce dont j'avais besoin. Ils ont construit leur relation sur des transactions, pas sur la tendresse, sur les apparences, pas sur l'authenticité. Ils ne pouvaient pas comprendre l'amour inconditionnel, parce qu'ils ne l'avaient jamais vécu eux-mêmes. Daniel a tout entendu, et ne m'a jamais demandé une seule fois de choisir. Il m'a simplement aimé, et m'a laissé comprendre les choses à mon propre rythme. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte à 28 ans, j'étais terrifié et ravi dans la même mesure. Daniel a pleuré des larmes de joie, et a immédiatement commencé à dessiner des plans pour un berceau qu'il voulait construire de ses propres mains. La réaction de mes parents a été considérablement différente. Nous le leur avons annoncé lors du dîner du dimanche, cette obligation mensuelle que je redoutais mais ne manquait jamais, car l'espoir est une chose tenace qui refuse de mourir en silence. Je m'attendais à ce qu'il soit surpris, peut-être finalement heureux. Je ne m'attendais pas à ce que ma mère pose sa fourchette, et dise, avec ce sourire crispé qu'elle réservait aux situations sociales où elle ne pouvait pas dire le fond de sa pensée, quel dommage. Dommage, comme si j'avais annoncé que j'avais une amende de stationnement. Papa a grogné quelque chose sur le fait qu'il espérait que je savais ce que je faisais financièrement parlant, puisque Daniel ne pouvait clairement pas subvenir à nos besoins. Je suis parti de ce dîner, me sentant vide à l'intérieur. Daniel m'a tenu pendant que je pleurais, et a promis que notre bébé ne connaîtrait jamais ce genre d'amour conditionnel. Notre enfant serait chéri exactement tel qu'il serait. La grossesse a été difficile dès le début. Les nausées matinales m'ont tourmenté bien après le début de mon deuxième trimestre, m'empêchant de garder quoi que ce soit certains jours. Daniel me tenait les cheveux pendant que je m'agenouillais au-dessus des toilettes, puis m'apportait des craquelins et du soda au gingembre, et me frottait le dos jusqu'à ce que la nausée disparaisse. Il a fait des recherches obsessionnelles sur la nutrition pendant la grossesse, remplissant notre petit appartement de livres et d'imprimés sur le développement fœtal et la santé maternelle. À mon échographie de la 20e semaine, nous avons découvert que nous allions avoir une fille. Daniel a pleuré juste là, dans la salle d'examen, submergé de joie. Il a commencé à l'appeler sa petite princesse, parlant à mon ventre tous les soirs avant de dormir, lui lisant des histoires, même si elle ne pouvait pas encore les entendre. Son excitation était contagieuse, et pendant un petit moment, je me suis laissé croire que peut-être, les choses s'arrangeraient. Puis j'ai développé une prééclampsie à 32 semaines, et j'ai été placé sous alitement strict. Mon médecin s'inquiétait de ma tension artérielle, des complications potentielles, d'une douzaine de possibilités terrifiantes qui m'empêchaient de dormir la nuit. Le taux de protéines dans mes urines était élevé. Mes chevilles enflaient tellement que je ne pouvais pas porter de chaussures. J'avais des maux de tête qui donnaient l'impression que quelqu'un enfonçait des clous de chemin de fer dans mes tempes. Daniel a pris des emplois supplémentaires pour couvre. Mes parents ont appelé 2 fois durant toute ma grossesse. Une fois pour demander si je pouvais aider à organiser la baby shower de Nathalie, puisque le traiteur qu'ils avaient engagé s'était désisté. J'étais alité avec une tension artérielle dangereusement élevée, mais bien sûr, maman, laisse-moi m'en occuper tout de suite. La deuxième fois, c'était pour m'informer qu'il serait dans la salle d'accouchement quand Nathalie donnerait naissance à son deuxième fils, donc il ne serait probablement pas disponible pour le mien. Nathalie a accouché d'un petit garçon en bonne santé 3 semaines avant ma date prévue. Mes parents ont posté une centaine de photos sur les réseaux sociaux, s'extasiant sur leur précieux petit-fils. Ils ont organisé une fête de bienvenue. Ils ont pris 2 semaines de congé pour l'aider à s'adapter. Quand le travail a commencé à 38 semaines, Daniel les a appelés depuis l'hôpital. Papa a répondu, a dit qu'ils étaient occupés avec le bébé de Nathalie, et qu'on les tienne au courant de comment ça se passait. Clic fin de la conversation. Mon travail a duré 27 heures. Il y a eu des complications lors de l'accouchement, une déchirure importante qui a nécessité de nombreux points de suture, et un pic de tension artérielle qui a mis mon équipe médicale en état d'alerte maximale. Daniel n'a jamais quitté mon côté à travers tout cela. Il m'a laissé lui broyer la main pendant les contractions. Il m'a donné des éclats de glace. Il a défendu mes intérêts quand j'étais trop épuisé pour parler, posant des questions aux infirmières, s'assurant que je comprenais ce qui se passait. À un moment donné, vers la 20e heure, je lui ai dit que je ne pouvais plus faire ça. J'étais délirante de douleur et de fatigue, convaincu que quelque chose n'allait pas, que notre bébé ne survivrait pas, que j'étais en train de mourir. Dan, il avait raison. Mais à 3h47 du matin,
par un jeudi pluvieux d'octobre, ma fille Emma Rose est entrée dans le monde en hurlant, et plus rien d'autre ne comptait. Elle était parfaite. 3,3 kilos de perfection absolue, avec les cheveux noirs de Daniel et les yeux de ma mère. Non pas qu'elle mériterait un jour de revendiquer cette contribution génétique. Daniel a coupé le cordon avec des mains tremblantes et des larmes coulant sur son visage. Il m'a dit que j'étais la femme la plus forte qu'il ait jamais connue. Il a dit à Emma qu'elle était la fille la plus chanceuse du monde de m'avoir comme mère. Les infirmières l'ont nettoyée et l'ont placée sur ma poitrine pour le contact peau à peau. Elle a cessé de pleurer presque immédiatement, son petit poing se refermant autour de mon doigt. Je me souviens avoir pensé que rien dans toute ma vie ne m'avait préparé à la vague d'amour écrasante que j'ai ressentie à ce moment-là. C'était primal, absolu, consumant. J'ai compris alors pourquoi les parents se jetaient devant le séjour à l'hôpital devait durer 2 jours, procédure standard pour un accouchement par voie basse avec mes complications. Daniel est resté la première nuit, dormant dans le fauteuil inconfortable à côté de mon lit, se réveillant chaque fois qu'Emma s'agitait, me l'apportant pour la nourrir, changeant ses minuscules couches avec une concentration habituellement réservée au désamorçage de bombes. Nous avons parlé de notre avenir à voix basse pendant qu'Emma dormait. Daniel voulait agrandir son atelier, peut-être embaucher un apprenti dans quelques années. Je pensais retourner à l'école éventuellement, devenir infirmière praticienne. Nous rêvions d'une maison avec un jardin où Emma pourrait jouer, peut-être un chien, peut-être d'autres enfants un jour. C'était comme si tout se mettait enfin en place. Le matin du 2e jour, tout s'est effondré. Daniel a reçu un appel de son chantier. Il y avait eu un incendie dans l'entrepôt où il stockait ses matériaux et ses pièces terminées. Tout avait disparu. Ses outils, son bois, ses commandes terminées valant des milliers de dollars, tout cela réduit en cendres. Il devait aller gérer la déclaration d'assurance, parler au chef des pompiers, voir ce qui pouvait être sauvé. Il ne voulait pas partir. Je voyais bien que ça le déchirait, mais nous avions besoin de cet argent de l'assurance et l'expert ne serait disponible que ce jour-là. Je lui ai dit d'y aller, que j'irais bien, que mes parents viendraient me chercher pour ma sortie cet après-midi-là. Il les avait déjà appelés, et ils avaient accepté de venir. Ils avaient accepté. Ces mots allaient me hanter. Daniel m'a embrassé pour me dire au revoir, a embrassé le front d'Emma, et a promis de nous retrouver à la maison dès qu'il le pourrait. Il avait déjà installé le siège auto, rempli le frigo, préparé tout pour la première nuit de notre petite famille ensemble à la maison. Le processus de sortie a pris une éternité. Papier, instructions, rendez-vous de suivi, un flot d'informations que mon cerveau épuisé peinait à retenir. L'infirmière qui examinait mes papiers m'a demandé comment je rentrais, et je lui ai assuré que mes parents venaient. Elle a noté mes complications, m'a rappelé de surveiller les signes d'infection, et m'a fait promettre d'appeler si mes saignements s'aggravaient ou si je développais de la fièvre. Au moment où j'ai été officiellement autorisé à sortir, il était tard dans l'après-midi, et le ciel avait viré à un gris menaçant. L'infirmière m'a conduite en fauteuil roulant jusqu'à la zone de ramassage avec Emma dans mes bras, et j'ai attendu, et attendu, et attendu. 1 heure a passé. Puis 2. J'ai appelé mes parents à plusieurs reprises. Pas de réponse. J'ai envoyé des SMS, rien. Les infirmières continuaient de venir me voir, avec des airs inquiets qu'elles essayaient de cacher. L'une d'elles a proposé de m'appeler un taxi, mais je n'avais que 20 $ dans mon portefeuille, et la maison de mes parents était à 12 miles de là, dans la direction opposée à mon appartement. La course de taxi aurait coûté au moins 40 $ dans notre zone rurale. Une autre infirmière, une femme plus âgée aux yeux gentils, a suggéré que je retourne à l'intérieur attendre dans le hall où il faisait chaud. Elle a dit qu'il pourrait essayer de joindre une assistante sociale, trouver des ressources, mais je continuais finalement, ma mère a répondu. Je pouvais entendre des rires en arrière-plan, le tintement des verres. Il faisait une sorte de fête chez Nathalie, célébrant le nouveau bébé. Mon neveu avait 3 semaines, et il célébrait encore. Maman, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. J'attends depuis 2 heures. Tu as dit que tu viendrais me chercher. Sa réponse est venue avec la voix légèrement pâteuse de quelqu'un qui avait trop bu de vin. Oh, on a été retenu ici. Les parents de Craig sont passés avec le plus beau panier cadeau. Tu ne peux pas juste prendre un taxi ou quelque chose comme ça? Débrouille-toi. J'ai expliqué pour l'argent. J'ai expliqué que j'étais épuisé, que je saignais encore abondamment, à peine capable de marcher. Emma s'agitait, affamée à nouveau, et j'essayais de l'allaiter dans un fauteuil roulant, dans la zone de ramassage de l'hôpital, tout en ayant cette conversation.
La voix de mon père est venue au téléphone. Il l'avait pris des mains de ma mère. Pour l'amour de Dieu, Ruth, va juste la chercher pour qu'elle arrête de pleurnicher. L'espoir a vacillé. Puis la voix de Nathalie, lointaine mais claire, pourquoi maman devrait quitter ma fête pour elle? Elle aurait dû mieux s'organiser. J'ai entendu ma mère rire. Elle a raison, Howard. Nous avons déjà fait notre devoir avec Nathalie. Celle-ci a fait ses choix. Papa a soupiré lourdement. Bon, on arrive. Mais on n'est pas content. Ils sont arrivés près d'une heure plus tard, dans la Cadillac Escalade de mon père. La pluie avait commencé à ce moment-là, une légère bruine qui promettait des orages plus lourds à venir. J'ai lutté pour me lever du fauteuil roulant, chaque mouvement envoyant une douleur fulgurante à travers mon corps. L'infirmière m'a aidé jusqu'à la voiture, mais mes parents ne sont pas sortis pour m'aider. Ma mère a baissé sa vitre alors que j'approchais. Elle a regardé Emma, emmitouflée dans la couverture que Daniel avait apportée, et son expression est restée totalement neutre. Pas de chaleur, pas de joie, aucune reconnaissance que c'était son petit enfant. Nathalie était sur le siège arrière, souriant avec mépris devant son téléphone. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte, et ma mère a parlé. On en a discuté sur le trajet. On ne te ramène pas à la maison. Les mots ne se sont pas imprimés tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a soupiré dramatiquement, comme si je faisais exprès d'être obtuse. On retourne chez Nathalie. La fête n'est pas finie. Tu peux rentrer par tes propres moyens. Maman, je viens d'accoucher. Je saigne encore. Je peux à peine marcher. Le bébé a besoin que je sois en bonne santé. S'il te plaît. Mon père s'est penché. Peut-être que l'orage lavera ton inutilité. Certaines mères ont juste besoin de s'endurcir. Nathalie ne s'est jamais plainte comme ça. Nathalie a fait un signe de la main depuis le siège arrière. Un petit battement cruel de ses doigts. Amuse-toi bien à marcher. Tu aurais dû choisir un mari avec un vrai travail, qui pourrait venir te chercher. Les larmes coulaient sur mon visage maintenant, se mélangeant à la pluie qui avait commencé à tomber plus fort. S'il vous plaît, je vous en supplie. Prenez au moins Emma. Elle est innocente dans tout ça. C'est un bébé, votre petite fille. J'ai soulevé ma fille vers la voiture, désespéré de la protéger de ce qui arrivait, même si cela signifiait être séparé d'elle. La main de ma mère a trouvé la commande de la vitre. Tu aurais dû y penser avant de tomber enceinte. La vitre est remontée. Mon reflet me regardait, déformé et brisé. Mon père a passé la marche avant. Les pneus ont patiné dans la flaque qui s'était formée près du trottoir, pulvérisant de l'eau boueuse sur ma blouse d'hôpital, mes jambes, la couverture d'Emma. L'escalade s'est éloignée, et par la vitre arrière, je pouvais voir Nathalie faire encore signe de la main, riant toujours. Je suis resté là un long moment, figé, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Les feux arrière de l'escalade ont disparu au coin de la rue, et j'étais seul, complètement seul avec ma fille de 2 jours, sur un parking d'hôpital, alors que le ciel s'ouvrait au-dessus de nous. Emma a commencé à pleurer, un gémissement mince qui a traversé le bruit de la pluie. Le son a brisé la paralysie qui m'avait saisi. Je devais bouger. Je devais emmener mon bébé quelque part au chaud et au sec. Les portes de l'hôpital étaient derrière moi, mais je ne pouvais pas y retourner. Il m'avait fait sortir. Je n'avais pas d'assurance qui couvrirait un autre séjour. Je n'avais pas d'argent pour un taxi, et mon téléphone était en train de mourir. Daniel était injoignable, gérant un incendie, probablement dans un entrepôt ou un bureau d'assurance sans réseau. J'ai examiné mes options. Il y avait un arrêt de bus à environ un demi-mile, mais je n'avais pas la monnaie exacte, et les bus dans notre zone rurale passaient sporadiquement au mieux. Je pouvais essayer de trouver quelqu'un à l'intérieur de l'hôpital pour m'aider, mais ma fierté, bien que maltraitée et battue, reculait à cette idée. Mes parents venaient de m'abandonner. Je ne voulais pas expliquer ça à des étrangers. Je ne voulais pas voir la paix, le premier mile n'était pas trop terrible. La pluie était gérable, et j'ai trouvé un rythme, une façon de marcher qui minimisait la douleur entre mes jambes. J'ai glissé Emma à l'intérieur de ma blouse d'hôpital contre ma poitrine, son poids chaud m'ancrant dans la réalité. Elle s'était calmée quand elle avait senti mon rythme cardiaque, et je me concentrais sur sa respiration, régulière et douce contre ma peau. Je lui parlais en marchant, des bêtises surtout, mais ça aidait. Je lui parlais de son papa, de combien il l'aimait déjà. Je décrivais notre petit appartement,
la chambre qu'il avait peinte, le mobile d'étoiles en bois qu'il avait sculpté pour suspendre au-dessus de son berceau. Je lui promettais que les choses seraient différentes pour elle, qu'elle ne douterait jamais d'être aimée. La pluie s'est intensifiée dès le premier mile, se transformant d'une bruine en une véritable tempête. Je me suis voûté sur Emma, utilisant mon propre corps comme bouclier, la fine blouse d'hôpital se trempant immédiatement. Chaque pas envoyait du feu dans le bas de mon corps, je pouvais sentir le sang s'infiltrer à travers l'énorme serviette hygiénique qu'il m'avait donnée à la sortie. Mes jambes tremblaient tellement que je devais m'arrêter tous les quelques centaines de mètres pour me stabiliser contre n'importe quoi de disponible, un poteau téléphonique, un arbre, un abri de bus où je me suis blotti pendant 15 minutes, essayant de faire téter Emma tout en frissonnant de manière incontrôlable. Des gens passaient en voiture. Certains ralentissaient, regardaient, continuaient. D'autres ne semblaient pas remarquer du tout. Je devais avoir l'air folle, une femme en blouse d'hôpital serrant un nouveau-né dans une tempête, mais apparemment pas assez folle pour que quelqu'un s'arrête. Un conducteur a effectivement baissé sa vitre à un feu rouge. J'ai trébuché vers lui, l'espoir surgissant dans ma poitrine. Il m'a jeté un coup d'œil et a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai commencé à expliquer, les mots sortant dans un flot désespéré, mais le feu est passé au vert et les voitures derrière lui ont commencé à klaxonner. Il a regardé dans son rétroviseur, puis m'a regardé de nouveau, clairement déchiré. Il a crié qu'il y avait une station-service un peu plus loin, que je devrais attendre là, et qu'il reviendrait me chercher. Puis il est parti. J'ai attendu à cette station-service pendant 20 minutes. Il n'est jamais revenu. Peut-être qu'il s'est perdu. Peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il s'est convaincu que ce n'était pas son problème. Je ne le saurai jamais. Vers le 3e mile, je suis passé devant cette station-service avec sa supérette. Les lumières étaient vives et accueillantes, la chaleur rayonnant à travers les portes vitrées. J'ai pensé à entrer, demander à utiliser leur téléphone, mais mes jambes m'ont porté au-delà avant que je ne puisse prendre une décision. Une partie de moi savait que si je m'arrêtais, si je m'asseyais quelque part au chaud, je ne me relèverais peut-être jamais. Et le téléphone de Daniel tombait directement sur la messagerie de toute façon. Qui d'autre allais-je appeler? Je devais continuer à avancer pour Emma. La température a chuté à mesure que le soir approchait. Octobre dans l'Oregon pouvait être brutal, et cette tempête le prouvait. J'ai perdu toute sensation dans mes pieds quelque part autour du 4e mile. Emma avait cessé de pleurer, ce qui me terrifiait plus que ses pleurs. Je continuais de vérifier sa respiration, pressant mon oreille contre sa petite poitrine, soulagé chaque fois que je sentais le soulèvement, et le 5e mile a apporté un bref répit quand la pluie s'est allégée en brume. J'ai trouvé une église avec un surplomb, et je me suis assise sur les marches pendant quelques précieuses minutes, allaitant Emma sous la mince protection de l'avant-toit. Mon téléphone était complètement mort à ce moment-là. Je n'avais aucun moyen d'appeler à l'aide, aucun moyen de joindre Daniel, aucun moyen de faire savoir à qui que ce soit ce qui se passait. Les portes de l'église étaient verrouillées. Je les ai essayées, assez désespéré pour avoir supplié pour un asile si quelqu'un avait répondu. Mais le bâtiment était sombre et silencieux, n'offrant rien d'autre que son surplomb peu profond. J'ai continué à marcher. 7e mile. J'ai dû m'asseoir sur la pelouse de quelqu'un, juste pour un moment, juste pour reprendre mon souffle. Je pleurais sans larmes maintenant, mon corps étant trop déshydraté pour en produire. Le sang entre mes jambes avait tout traversé. J'étais assez certaine d'avoir besoin de soins médicaux, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas avec Emma. Pas avec la pluie qui tombait encore et le froid qui s'infiltrait dans mes os. Mes pensées étaient devenues étranges et éparpillées à ce moment-là. Je continuais de penser au visage de ma mère à la vitre de la voiture, à la cruauté désinvolte de son expression. Je pensais à toutes les fois où j'avais excusé son comportement, l'avais rationalisé, m'étais dit qu'elle m'aimait à sa manière. Je pensais à quel point j'avais désespérément voulu son approbation, combien de ma vie j'avais passé à essayer de gagner quelque chose qu'elle n'était jamais disposée à donner. La marche dépouillait mes illusions, un pas douloureux à la fois. Une voiture a ralenti. Un autre curieux, ai-je supposé, mais celle-ci s'est arrêtée. La femme qui en a émergé était d'âge moyen, avec des cheveux grisonnants tirés en un chignon désordonné, et l'inquiétude écrite sur chaque trait de son visage. Elle n'a rien dit au début, a juste assimilé la scène, la blouse d'hôpital, le bébé, le sang visible même à travers la pluie. Montez dans la voiture, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Elle s'appelait Margaret Chen. C'était une infirmière à la retraite qui rentrait chez elle après avoir rendu visite à sa sœur à l'autre bout de la ville.
Elle a monté le chauffage, a enveloppé Emma dans une veste sèche de son siège arrière, et a écouté pendant que je lui donnais mon adresse en claquant des dents. Elle m'a ramené à la maison. Elle a porté Emma à l'intérieur pendant que je boitais derrière elle. Elle a appelé son mari, qui est arrivé 20 minutes plus tard avec des provisions, des serviettes hygiéniques, du lait en poudre juste au cas où, des couches, des couvertures chaudes, de la soupe. Ils sont restés jusqu'à ce que Daniel rentre enfin, fou d'inquiétude après avoir trouvé des douzaines d'appels manqués. Une fois qu'il a enfin eu du réseau, au moment où Daniel a franchi la porte et m'a vu enveloppé dans des couvertures sur le canapé avec Emma endormie sur ma poitrine, il s'est complètement effondré. Il est tombé à genoux près de moi et a juste sangloté, de grands pleurs saccadés qui secouaient tout son corps. Il ne cessait de dire qu'il était désolé, encore et encore, qu'il aurait dû être là, qu'il n'aurait jamais Margaret et son mari sont restés tout le long. Il ne s'imposait pas, mais il ne partait pas non plus. Il semblait comprendre que nous avions besoin de témoins, que l'horreur de ce qui s'était passé nécessitait une reconnaissance de quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes. Quand j'ai fini de parler, Margaret est venue et s'est assise près de moi. Elle m'a pris la main, sa poigne étonnamment forte pour une femme de son âge. « Ce qu'ils t'ont fait est impardonnable, a-t-elle dit. Je veux que tu le saches. Il n'y a aucune excuse. Aucune justification. Ce à quoi tu as survécu ce soir était cruel au-delà de toute mesure, et tu as tous les droits de ressentir ce que tu ressens. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Mais tu dois aussi savoir ceci, » a-t-elle continué. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire ce soir. Tu as protégé ton bébé. Tu as traversé l'enfer pour elle. C'est ce que fait une mère. C'est qui tu es. » Margaret a refusé tout paiement. Elle a même refusé nos remerciements désespérés. Elle m'a juste serré très doucement dans ses bras, et m'a dit que certaines familles se construisent, on ne n'est pas dedans. Puis elle a laissé son numéro de téléphone sur mon comptoir, et m'a dit d'appeler si jamais j'avais besoin de quoi que ce soit. Le lendemain matin, le mari de Margaret, Robert, m'a conduite à une clinique de soins urgents pendant que Daniel restait à la maison avec Emma. Le médecin qui m'a examiné a été horrifié par ce qu'elle a trouvé. Les points de suture de mon accouchement s'étaient partiellement déchirés pendant la marche. J'avais un début d'infection. Ma tension artérielle était dangereusement élevée, une complication postpartum de ma prééclampsie qui aurait pu me tuer si elle n'avait pas été traitée. Elle a prescrit des antibiotiques, des médicaments pour la tension, et un repos strict pour les 2 semaines suivantes. Elle a demandé comment c'était arrivé, et quand je le lui ai dit, elle est devenue très silencieuse. Puis elle m'a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit, non, quel serait l'intérêt? Être cruel n'est pas illégal. Mais elle m'a fait promettre de revenir dans 3 jours, et encore une semaine après ça. Elle m'a surveillé de près pendant le mois suivant, guettant les signes d'éclampsie postpartum. Daniel voulait aller chez mes parents ce soir-là après être rentré de la clinique. Il voulait les confronter, leur crier dessus, leur faire comprendre ce qu'ils avaient fait. Je l'ai supplié de ne pas le faire. J'étais trop fatigué, trop brisé, trop concentré sur Emma pour gérer quoi que ce soit d'autre. Mais quelque chose s'était cristallisé en moi durant cette marche de 12 miles, quelque chose de dur, de froid et d'immuable. J'avais marché à travers une tempête avec ma fille nouveau-née, abandonnée par les gens qui auraient dû m'aimer le plus. Et j'avais survécu. Je ne leur devais plus rien. Pas mon temps, pas mon énergie, pas mes tentatives continues pour gagner une affection qui ne viendrait jamais. Cette nuit-là, tenant Emma pendant que Daniel dormait à nos côtés, j'ai pris une décision. Les quelques semaines suivantes se sont passées dans un brouillard de convalescence et de soins au nouveau-né. Daniel a tout géré pendant que je guérissais, sa propre crise temporairement mise de côté. L'expert en assurance avait confirmé que l'incendie était accidentel, un défaut électrique dans le vieux câblage de l'entrepôt, et la réclamation était en cours de traitement. Cela prendrait des mois pour recevoir le paiement complet, mais Daniel avait assez d'économies pour couvrir nos dépenses immédiates. Une fois que mon médecin m'a autorisé à une activité légère, j'ai commencé à passer des appels. Mon premier appel a été pour une avocate en droit de la famille nommée Patricia Henderson. J'ai expliqué ma situation, et elle a accepté de me voir cet après-midi-là. Daniel est resté à la maison avec Emma pendant que je boitais jusqu'à son bureau, saignant encore, toujours endolori, mais déterminé. Patricia a tout écouté. Le favoritisme de l'enfance, la cruauté délibérée, l'abandon à l'hôpital. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Laissez-moi vous dire ce qui est possible.
Il s'est avéré que mes parents avaient commis une erreur critique dans leur cruauté. 3 ans plus tôt, quand ma grand-mère est décédée, elle avait laissé sa succession divisée entre ses 2 petits-enfants, moi et Nathalie. Le testament précisait que nous recevrions chacune notre part à l'âge de 30 ans, ou à la naissance de notre premier enfant, selon la première éventualité. J'avais un enfant. Nathalie avait déjà reçu son héritage quand son premier fils était né. Le mien dormait encore dans un fonds en fiducie administré par mon père. Le montant était substantiel. Ma grand-mère avait été une investisseuse avisée, et sa succession avait considérablement augmenté depuis sa mort. Ma part valait près de 4,000 $. Patricia m'a aidé à remplir les papiers pour réclamer mon héritage immédiat. Pendant que nous attendions que cela se fasse, j'ai commencé à tout documenter. J'ai écrit des comptes rendus détaillés de chaque cas de favoritisme, de négligence et de cruauté dont je pouvais me souvenir. J'ai rassemblé des preuves, de vieux emails, des SMS, des publications sur les réseaux sociaux qui montraient la différence frappante dans la façon dont mes parents traitaient leurs petits-enfants. Les enfants de Nathalie avaient leur propre chambre chez mes parents, décorée par des professionnels. Emma n'a même pas eu droit à un appel téléphonique pour s'enquérir de sa santé après cette nuit sous la pluie. 2 semaines après la naissance d'Emma, mon père a appelé. Il était furieux au sujet de la demande d'héritage. Il m'a accusé d'être ingrate, d'essayer de voler l'argent de la famille, de transformer la mémoire de ma grand-mère en arme. Il a menacé de contester, de bloquer ça au tribunal pendant des années, de me faire regretter d'être né. Je l'ai laissé déblatérer. Quand il a finalement manqué de souffle, j'ai dit une seule phrase, « Tu as laissé ton petit enfant nouveau-né marcher 12 miles dans une tempête de pluie, et tu penses que c'est moi l'ingrate. » Il a raccroché. L'héritage a été débloqué 3 mois plus tard, après que Patricia a menacé d'une action en justice pour manquement à l'obligation fiduciaire. Le montant après impôts, frais d'État et le pourcentage de Patricia était de 312,000 $. Daniel et moi avons remboursé toutes nos dettes, versé un acompte sur une petite maison dans une autre ville à 40 miles de là, et investi le reste pour l'avenir d'Emma. À ce moment-là, la réclamation d'assurance de Daniel avait enfin été réglée. Il a reçu assez pour remplacer ses outils et matériaux, avec un surplus pour louer un véritable espace d'atelier au lieu de l'entrepôt bon marché qui avait brûlé. L'incendie, aussi dévastateur qu'il avait semblé sur le moment, a fini par le pousser vers une meilleure installation qu'il n'avait eue auparavant. Le jour du déménagement fut cathartique, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Nous avons emballé notre petit appartement, chaque carton étant un symbole de mouvement vers l'avant, d'évasion. La famille de Daniel est venue aider. Ses parents et ses 2 frères, tous me traitant avec une chaleur et une acceptation que j'avais désirée toute ma vie. Sa mère a tenu Emma pendant des heures, gazouillant au-dessus d'elle, lui disant quelle belle fille elle était, combien elle était aimée. « C'est ta mamie », a dit Daniel à Emma, même si elle était trop jeune pour comprendre. C'est comme ça que les mamies sont supposées agir. Notre nouvelle maison avait besoin de travaux. Les propriétaires précédents l'avaient négligée, et le jardin était en friche, la peinture s'écaillait, les installations étaient démodées. Mais elle avait de bonnes bases, a dit Daniel. Et nous l'avons faite nôtre. Nous avions utilisé une partie de l'argent de l'héritage pour acheter un SUV d'occasion fiable, mettant enfin à la retraite ma vieille Honda Civic et sa transmission mourante. Avoir un moyen de transport fiable ressemblait à la liberté. Daniel a construit une terrasse dans le jardin, une balançoire pour quand Emma serait plus grande, des étagères et des armoires dans toute la maison. J'ai peint chaque pièce, choisissant des couleurs qui me rendaient heureuse. Jaune ensoleillé pour la cuisine, vert sauge pour notre chambre, ce même lavande doux pour la chambre d'Emma. Nous n'avons pas dit à mes parents où nous avions déménagé. Nous ne leur avons rien dit. Mais l'argent n'était pas la vraie vengeance. La vraie vengeance est venue progressivement au cours des 4 années suivantes. Je suis retourné à l'école en utilisant une partie de l'héritage pour les frais de scolarité. Je suis devenu infirmière praticienne, doublant mon potentiel de gain. Daniel a reconstruit son entreprise de menuiserie plus grande et meilleure qu'avant, développant une réputation pour un travail sur mesure exquis qui attirait des clients riches de tout l'État. Nous avons construit une vie ensemble. Une bonne vie. Une vie chaleureuse, aimante et stable pour Emma, qui a grandi en devenant une enfant brillante, curieuse et heureuse, n'ayant jamais rien connu d'autre que l'amour inconditionnel. Elle a fait ses premiers pas à 11 mois, se jetant vers Daniel les bras tendus. Elle a dit son premier mot à 13 mois, « Papa », bien sûr, ce dont Daniel s'est vanté pendant des semaines. Elle a commencé la maternelle à 3 ans, se faisant des amis facilement,
partageant ses jouets sans qu'on le lui. Mes parents ont essayé de se réconcilier une fois, environ un an après l'incident de l'hôpital. Ma mère a appelé, la voix raide, et a dit que peut-être ils avaient été hâtifs. Peut-être qu'ils pourraient rencontrer leur petite fille maintenant que les choses s'étaient tassées. J'ai dit non. Elle était choquée. Dans son monde, les filles ne disaient pas non aux mères. Les enfants ne rejetaient pas les parents. Ce n'était tout simplement pas comme ça que les choses fonctionnaient. J'ai expliqué calmement et clairement qu'ils avaient fait leur choix la nuit où ils étaient partis de cet hôpital. Ils avaient choisi Nathalie. Ils avaient choisi la cruauté. Ils avaient choisi d'abandonner une femme qui saignait et un nouveau-né pour qu'elle marche 12 miles dans une tempête. Ce choix avait des conséquences. La conséquence était qu'ils n'avaient plus de fille cadette. Ma mère a pleuré. Elle a vraiment pleuré, et peut-être que pendant un instant j'ai ressenti quelque chose comme de la sympathie, mais ensuite Nathalie m'a contacté quelques mois plus tard, non pas pour s'excuser, mais pour exiger que j'arrête de raconter aux gens ce qui s'était passé. Apparemment, le mot avait circulé dans leur cercle social. Quelques-uns de ses amis avaient exprimé leur horreur face à l'histoire. L'un d'eux avait même cessé de lui parler. Elle m'a accusé de ruiner sa réputation. Je lui ai dit que je n'avais rien ruiné du tout. J'avais simplement dit la vérité. Si la vérité la faisait mal paraître, ce n'était pas ma faute. Elle m'a traité de plusieurs noms que je ne répéterai pas, et a promis que je le regretterais. Je n'ai pas regretté une seule chose. L'année dernière, il s'est passé quelque chose d'intéressant. La concession automobile de mon père a commencé à avoir des difficultés. L'économie a changé, les véhicules électriques sont devenus plus populaires, et son approche vieille école des affaires ne pouvait pas suivre. Il a dû licencier du personnel, puis vendre du stock à perte, puis finalement fermer 2 de ses 3 sites. Le mari de Nathalie, Craig, le dentiste à succès, s'est fait prendre à avoir une liaison avec son hygiéniste. Le divorce a été désordonné et public. Nathalie, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie adulte, s'est soudainement retrouvée mère célibataire de 2 enfants, sans compétences commercialisables et avec un style de vie qu'elle ne pouvait plus se permettre. Mes parents ont dû aider à la soutenir. L'enfant chéri avait besoin d'être renfloué. Pendant ce temps, Daniel et moi, nous nous épanouissions. Son entreprise s'est développée, le règlement de l'assurance lui ayant permis d'investir dans un meilleur équipement et un véritable atelier. Ma carrière a avancé. Nous avons acheté une plus grande maison. Nous avons emmené Emma à Disneyland. Nous avons rejoint une communauté de gens merveilleux qui sont devenus notre famille choisie, y compris Margaret et Robert Chen, qu'Emma appelle mamie et papy. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle était longue, décousue, pleine de justifications et d'explications, et de ce qu'elle pensait probablement être des excuses, mais qui n'étaient vraiment que plus de rejet de faute. L'essentiel était que je leur manquais, qu'Emma méritait de connaître ses grands-parents, que la famille devait rester soudée. Tout en bas, presque comme une réflexion après coup, elle mentionnait qu'ils avaient des difficultés financières, et se demandait si peut-être je pourrais envisager de les aider. J'ai lu cette lettre 3 fois, assise à ma table de cuisine pendant qu'Emma jouait dans la pièce d'à accent grave côté et que Daniel cuisinait le dîner. J'ai pensé à la pluie, au froid, au sang coulant le long de mes jambes. J'ai pensé aux gémissements minces de ma fille alors que je la protégeais avec mon corps inadéquat. J'ai pensé à Margaret Chen, une parfaite inconnue, montrant plus de compassion en 5 minutes que mes parents n'en avaient montré dans toute ma vie. J'ai jeté la lettre hier, c'était le 4e anniversaire d'Emma. Nous avons fait une fête chez nous avec tous ses petits amis, avec mamie et papy Chen, avec la merveilleuse famille de Daniel qui m'a accepté comme l'une des leurs dès le début. Emma portait une robe de princesse, avait du glaçage partout sur le visage, et a ri si fort à quelque chose que ses amis ont dit que du lait lui est sorti par le nez. En la regardant souffler ses bougies entourées d'amour, j'ai réalisé que la cruauté de mes parents m'avait offert un cadeau inattendu. Elle m'avait forcé à arrêter de chercher l'approbation de gens qui ne la donneraient jamais. Elle m'avait libéré pour construire une famille basée sur le choix plutôt que sur l'obligation. Elle m'avait appris exactement quel genre de mère je voulais être, en me montrant si clairement quel genre de mère j'avais eu. Emma n'a jamais rencontré mes parents. Elle ne connaît pas leur nom. Elle sait qu'elle a un ensemble de grands-parents qui l'adorent et la gâtent pourrie. Et c'est suffisant. Peut-être qu'un jour, quand elle sera plus grande, je lui raconterai toute l'histoire. Ou peut-être pas. Peut-être que certaines choses sont mieux laissées sous la pluie, là où elles appartiennent. Je ne sais pas ce qui arrivera à mes parents ou à Nathalie. Je m'en fiche.
Ils ont fait leur choix cette nuit-là sur le parking de l'hôpital, et j'ai fait le mien durant cette marche de 12 miles à travers la tempête. Certains orages nettoient tout sur leur passage. Certains orages révèlent ce qui a toujours été là, caché sous la surface. Cette nuit d'octobre, l'orage a lavé mes dernières illusions sur ma famille. Il a révélé le socle en dessous, leur mépris, leur cruauté, leur incapacité fondamentale à aimer inconditionnellement. Mais il a aussi révélé quelque chose en moi. Une force que je ne savais pas posséder. Une capacité à survivre, à protéger, à endurer. L'amour d'une mère qu'aucun orage ne pourrait noyer. J'ai marché 12 miles sous la pluie en tenant ma fille nouveau-née, saignante et brisée et totalement seule. Et quand j'ai émergé de cet orage, j'étais enfin libre. Eddie, waouh, je ne m'attendais pas à ce que cela prenne une telle ampleur. Merci à tous pour les mots gentils et le soutien. Quelques personnes ont posé des questions sur Margaret Chen, et je suis heureuse de vous dire qu'elle va merveilleusement bien. Elle est venue à la fête d'anniversaire d'Emma hier, et Emma lui a fait une couronne spéciale en papier de construction. À ceux qui demandent si j'envisagerais un jour une réconciliation avec mes parents, non, certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, et j'ai fait la paix avec ça. À ceux qui traversent quelque chose de similaire, vous êtes dignes d'amour. Vous méritez d'être choisis. Et parfois, la famille que vous construisez est bien plus précieuse que la famille dans laquelle vous êtes nés.